andiamo ora avanti. Io devo dire che sapete sicuramente che non sono Gennaro San Giuliano, che è un caro amico che conosco bene, che ho sostituito con piacere, non perché non potesse venire, ma perché praticamente da questo momento in poi, specialmente per quello che riguarda Fadi Chamas e poi dopo Ali Soliman, ho dato un contributo, forse anche qualcosa più di un contributo alla individuazione dei temi che andiamo a trattare. Ecco, allora Fadi Chamas, come vedete, Arkham Capital Investment, General Manager gli Emirati Arabi, ci parlerà di un problema molto importante e complesso, la finanza dopo la crisi, nei rapporti tra finanza occidentale e finanza islamica. Grazie. Bonsoir, buonasera. Tout d'abord, pour comprendre l'engouement pour la finance islamique, il faut revenir rapidement sur la crise de la finance conventionnelle. Nous le savons depuis 5 ans, et la crise des subprimes aux États-Unis. Cette crise a déclenché en 2007 une crise des marchés de crédit et des liquidités. Et puis est venue un an plus tard, en 2008, la crise financière, après la faillite de Lehman. Et il a fallu des interventions massives des pouvoirs publics pour limiter l'ampleur de la récession. Mais la crise de confiance était déjà là et les déficits budgétaires et dettes publiques ont explosé. Un an plus tard, fin 2009, démarrait la crise de la dette grecque, suivie en 2010 par le Portugal et l'Irlande. Et puis en 2011, on a commencé à s'interroger sur la solidité des banques européennes et même à se poser des questions sur l'avenir de la zone euro. C'est sûr que l'opinion publique en Europe, en Occident, a commencé à être sérieusement ébranlée, traumatisée par ces crises à répétition, alors même que les dirigeants du monde entier essayaient d'intervenir pour arrêter cette crise. Mais la question que l'opinion publique a commencé à se poser, est-ce que ces dirigeants du monde, des grandes puissances, ont encore le moyen de contrôler la crise? Ou bien est-ce que c'est les marchés financiers qui ont pris le pouvoir? Des questions sur mais comment arrêter les excès du système financier? Et pourquoi les insuffisances de régulation? Et pourquoi les défaillances de superviseurs dans les pays avancés? Et pourquoi ces mécanismes complexes, autorisés, de vente à découvert? Et pourquoi le trading à haute fréquence? C'est quoi? Et des questions sur les fameux CDS, les Credit Default Swaps. Bon. On voit bien que l'opinion publique s'est interrogée sérieusement sur les marchés et le danger que représentent les marchés financiers. Mais je pense qu'il faut qu'on reste quand même réaliste, pragmatique, qu'on reste les pieds sur terre. Le marché reste indispensable à l'exercice de la liberté économique et de la liberté d'entreprendre. C'est vrai qu'il a bien des défauts. Mais il ne faut pas trop le diaboliser, parce que le marché est pour l'économie comme la démocratie pour la politique. C'est la moins mauvaise des solutions. Est-ce que cette crise a bénéficié à la finance islamique? Oui, sûrement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une vraie volonté politique dans les Émirats arabes unis pour développer la finance islamique. En janvier de cette année, Son Altesse, le cheikh Mohammed Al Maktoum, l'émir de Dubaï, a lancé une stratégie pour faire de Dubaï la capitale mondiale de l'économie islamique. Quelques mois plus tard, le gouvernement britannique a lancé aussi sa première task force pour la finance islamique. Bon. Il est évident que les Britanniques cherchent à renforcer le rôle de Londres comme place forte de la finance islamique en Europe. Ces deux initiatives ont quand même une seule vision, c'est effectivement la finance islamique se développe et les prévisions, c'est qu'en 2014, l'année prochaine, les actifs financiers conformes
à la loi islamique, à la charia, vont dépasser les 2000 milliards de dollars. Voilà. Donc les Émirats et Dubaï cherchent bien sûr à être les pionniers, les leaders de ce marché. Et le plan, ce n'est pas de se limiter à la finance islamique classique, bancaire, mais d'aller pour couvrir des activités telles que la production alimentaire, qui devrait être aussi conforme à la charia islamique, l'éducation et le tourisme. Voilà, il y a des hôtels qui se développent un peu partout, qui respectent les lois islamiques. Il y a des productions alimentaires, etc. Voilà. Donc, je pense que cet engouement a commencé à atteindre aussi certains pays européens. J'espère que l'Italie saura aussi en tirer bénéfice. Il y a aujourd'hui en Italie un potentiel dans la banque de détail, dans le retail banking. Il y a plus d'1 million de musulmans en Italie qui pourraient peut-être être intéressés par avoir l'accès auprès des banques italiennes à des produits Sharia compliant, c'est-à-dire conformes aux lois islamiques. Il y a bien sûr de la part des autorités italiennes un travail énorme à faire pour rendre la pratique de la finance islamique possible en Italie. Il faut d'abord convaincre les autorités politiques, les parlementaires, les sénateurs que l'Italie peut bénéficier de cette croissance de la finance islamique. Il faut mettre en place des commissions, il faut éduquer la population. La finance islamique n'est pas réservée seulement aux musulmans. Tout le monde peut investir dans des produits Sharia compliant, dans des produits conformes à la loi islamique. Il faut des cursus professionnels pour permettre à des spécialistes italiens de la finance islamique d'émerger, et ce en coopération avec les grands instituts islamiques du monde. Il faut bien sûr, au sein des grandes universités italiennes, permettre aux étudiants d'étudier la finance islamique en support bien sûr des programmes et des cursus de finance traditionnels. Juste pour terminer, de plus en plus de banques européennes, occidentales, ouvrent des succursales dans les Émirats afin de développer leurs activités de finance islamique. Donc pourquoi pas les institutions financières italiennes. Merci.